Oh, ça brûle. Qu'est-ce qui s'est passé? Les drones ukrainiens brûlent les usines chimiques de Togliatti. Où Poutine cache-t-il ses usines de missiles face aux drones ukrainiens? Un roman d'espionnage sous couverture? Une employée transgenre du renseignement ukrainien a démasqué un agent du FSB à New York. Le Kremlin voulait brider Telegram, mais a fait tomber le système bancaire de la Fédération de Russie. L'armée ukrainienne a construit une ville souterraine entière près de la ligne de front. Des images uniques de l'envers du décor de la guerre. L'opération de liquidation se déroule comme prévu. Poutine a perdu 35 000 hommes dans ses troupes d'occupation. Moscou se plaint de Washington. Les Américains ignorent leur demande d'arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine. L'Allemagne pourrait devenir la cible principale de Poutine. Les hommes allemands voient déjà leur sortie du territoire limitée. La guerre va-t-elle vraiment avoir lieu? Retour aux années 90. L'économie russe se fissure. Les autorités sont revenues à l'idée des tickets de rationnement. Le petit père a conseillé à Trump d'en finir avec l'Iran et celui-ci l'a écouté. Vous devez absolument entendre ce coup d'éclat de Loukachenko par vous-même. Bonjour, je m'appelle Katerina Nesterenko et voici l'essentiel de l'actualité. Mais d'abord, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne plus nous perdre sur YouTube. Les drones ukrainiens ont frappé des usines chimiques à Togliatti dans la région de Samara dans la nuit du 4 avril. Oh, ça brûle! Qu'est-ce qui s'est passé? Les usines Togliatti-Azo et Kuibychev-Azot brûlent et les locaux disent n'avoir jamais vu un raid aussi massif. Taganrog a également été frappé. Les autorités ont confirmé des dégâts sur un entrepôt et un navire près du port. Et maintenant, Poutine doit cacher ses usines de missiles plus loin à l'arrière suite aux frappes ukrainiennes. Le chef de Roscosmos, Dmitry Bakhanov, a annoncé que le centre spatial Khrunichev déménage de Moscou à Omsk, en Sibérie. Et la production de moteurs de fusée est transférée de Khimki à Perm, près des montagnes de l'Oural. Au Kremlin, on appelle cela bien sûr une optimisation des coûts. Cependant, il y a un bémol. Rien ne garantit que les frappes ukrainiennes n'atteindront pas ces sites. Même loin derrière les lignes, les sites russes ne sont plus du tout en sécurité désormais. Les drones ukrainiens frappent de plus en plus loin et parallèlement, les coupures d'Internet et de réseaux s'intensifient en Russie, rendant les Russes hystériques. S'il vous plaît, si vous nous torturez comme ça, rendez-nous les téléphones fixes, les cabines. Je ne comprends pas, il n'y a plus de réseau nulle part, même pas le réseau classique. Impossible d'appeler une ambulance ou de téléphoner à son enfant. Il brouille tout partout, même dans les écoles. Je comprends, c'est pour la sécurité, je comprends tout ça. Mais on pourrait au moins laisser le réseau téléphonique de base. Tant pis pour Internet, mais laissez-nous le réseau normal. Je ne comprends tout simplement pas. Rendez-nous les téléphones fixes à la maison pour qu'on puisse au moins appeler les secours. De l'argent numérique? J'ai une question. Comment comptez-vous instaurer l'argent numérique? Si je viens faire mes courses maintenant, je veux payer, mais son terminal, mince, ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'Internet. Et comment on va faire, purée, avec l'argent numérique? Comment? C'est juste du n'importe quoi. En lisant les commentaires des épisodes précédents, je vois que beaucoup nous regardent d'Europe, du Kazakhstan, de Moldavie et même des États-Unis. Nous, Ukrainiens, vous remercions pour votre soutien et sommes fiers d'avoir des spectateurs aussi sensés. Dites-nous sous cet épisode de quel pays vous nous regardez et si votre pays soutient notre lutte contre l'empire du mal. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, mais pour l'instant, nous continuons. Voici maintenant le plus intéressant. Telegram a été bloqué en Russie, mais rien ne s'est passé comme prévu pour les autorités. Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a déclaré que malgré le blocage de la messagerie le 1er avril, 65 millions de Russes l'utilisent quotidiennement via un VPN. Durov a écrit sur sa chaîne, je cite, « Bon retour dans la résistance numérique, mes frères et sœurs russes ». Tout le pays est désormais mobilisé pour contourner ces restrictions absurdes. Des milliers de personnes créent des VPN et des proxys. De notre côté, nous continuerons à nous adapter, rendant le trafic de Telegram de plus en plus difficile à détecter et à bloquer. Selon Durov, les tentatives des autorités de bloquer les VPN ont entraîné une panne massive du système bancaire et l'argent liquide est devenu presque le seul moyen de paiement dans tout le pays. Il a cité l'exemple de l'Iran. Apparemment, Telegram y a été interdit il y a quelques années. Avec un résultat similaire, les gens sont passés massivement au VPN et continuent de l'utiliser. Désormais, selon Durov, environ 50 millions de participants à la résistance numérique en Iran ont été rejoints par autant de Russes. Une véritable intrigue d'espionnage s'est déroulée à New York. Une agente du GUR a démasqué une espionne du FSB.
Au cœur de l'histoire se trouve une Russe de 35 ans, Noma Zarubina. Selon le parquet américain, elle était liée au FSB et agissait sous couverture sous le nom de code Alice. Sa mission était d'infiltrer les cercles de l'opposition russe à l'étranger, de collecter des informations et de promouvoir les récits du Kremlin. Zarubina a fait la connaissance d'émigrés influents, notamment Ilya Ponomarev et Andrei Ilarionov. L'une de ces rencontres a eu lieu lors d'un dîner à New York en 2025. L'espionne russe séduisait les ennemis jurés de Poutine. Son outil de travail était naturellement son corps. D'ailleurs, dans sa ville natale de Tomsk, Alice se prostituait également avant d'être recrutée. Mais revenons à l'histoire en Amérique. L'une des cibles de l'espionne russe était Sarah Ashton Cirillo, une américaine transgenre partie volontairement combattre dans les rangs des forces ukrainiennes. L'Alice russe ignorait que Sarah collaborait avec les services de renseignement ukrainiens. En somme, en 2024, lors d'un dîner près de Washington pendant le sommet de l'OTAN, Sarah surveillait aussi attentivement Zarubina. Au printemps 2025, une liaison, disons, a éclaté entre les deux femmes, qui a duré environ 8 mois. Selon Sarah, elle a délibérément entamé cette relation pour soutirer des informations à la Russe. Finalement, le chasseur est devenu la proie. En février 2026, Noma Zarubina a plaidé coupable devant un tribunal américain. Elle a admis avoir menti au FBI sur ses liens avec le FSB et caché des infos pour sa citoyenneté américaine. Le verdict sera rendu en juin 2026. Sarah Ashton Cirillo a pris 20 ans par contumace par la soi-disant justice russe dans le Donbass occupé. C'est fou, dans une guerre moderne, un simple dîner peut parfois suffire à tout faire basculer complètement. Parlons maintenant de la situation sur le front. Et commençons par le triste record des Russes. Pour la première fois en 2 ans et demi, l'armée de Poutine n'a fait aucune avancée en 1 mois. Ces données sont rapportées par l'AFP. L'offensive ennemie a commencé à ralentir dès la fin de 2025. Dans le même temps, les forces ukrainiennes ont repris du terrain en mars. Parmi les causes de l'échec russe, les analystes citent les contre-offensives ukrainiennes, l'accès limité à Starlink et les tentatives du Kremlin de restreindre Telegram, très utilisé par les militaires russes. De plus, en mars, les Russes ont subi leurs plus lourdes pertes depuis le début de la guerre. C'est ce qu'a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Rien que par les frappes de drones ukrainiens, près de 34 000 soldats russes ont été tués ou grièvement blessés. Plus de 1300 autres occupants ont été éliminés par l'artillerie et d'autres frappes. Au total, on parle donc de plus de 35 000 pertes confirmées en un seul mois. L'Ukraine enregistre ces données grâce à la preuve vidéo de chaque frappe réussie. Les forces ukrainiennes ont aussi déjoué une tentative de percée russe à Udachne, dans la région de Donetsk. C'est le résultat du travail de l'unité du régiment Skala. Au cours du combat, jusqu'à 10 occupants ont été éliminés. À Khrichin, des abris et des troupes ennemies ont été détruits. Et à Pokrovsk, des moyens de communication ont été neutralisés. Cependant, selon les militaires ukrainiens, les occupants déploient des drones lourds et incendiaires vers Pokrovsk. Et voici des images partagées par la journaliste ukrainienne Yulia Kirienko. La vidéo montre un tunnel souterrain long de plusieurs centaines de mètres, avec des embranchements sur l'une des positions des forces de défense. On rapporte qu'un véhicule peut également y circuler à l'intérieur. Et pour conclure sur ce sujet, dans la nuit du 4 avril, des opérateurs de drones ont détruit un radar du système S-400 à Féodosia, un système de missiles Thor, ainsi que d'autres sites militaires et dépôts de l'armée russe. En parallèle, 2 bases de lancement de Shahed ont été détruites dans les régions de Bryansk et de Koursk. Les positions de lancement se trouvaient sur les aérodromes de Navlia et de Kalino. Le commandant des forces de drones ukrainiennes, surnommé Magyar, a montré comment ces drones traquent le matériel ennemi. Je ne me lasse pas d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent le front et résistent à une horde immense qui les dépasse largement en nombre. C'est pourquoi je vous appelle à soutenir les forces armées. Si vous ne pouvez pas le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien en commentaire. Je sais qu'ils nous regardent. Et maintenant, une nouvelle série de plaintes venant de l'autre côté. Le ministère des Affaires étrangères s'est plaint que les États-Unis ignorent les demandes de la Russie de ne pas armer l'Ukraine. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré à l'agence TASS le 3 avril que le chemin le plus court vers la paix est l'arrêt total de l'aide à l'Ukraine de la part des États-Unis et de l'OTAN.
Selon lui, Moscou l'a déclaré à plusieurs reprises, mais n'est pas entendu. Cette déclaration intervient alors que l'OTAN et les États-Unis ont confirmé, notamment par le secrétaire d'État Marco Rubio, que les livraisons d'armes et d'équipements critiques à l'Ukraine via le programme Pearl se poursuivront. En d'autres termes, la partie russe tente à nouveau de faire connaître sa position au monde. Soi-disant, si on les avait laissés envahir l'Ukraine sans entrave, tout serait fini depuis longtemps. La logique, comme toujours, reste invariablement russe. Le Kremlin n'arrive pas à compenser les pertes des occupants. L'armée ukrainienne élimine déjà plus d'envahisseurs que la Russie n'en envoie au front. Le plan d'élimination de 50 000 ennemis par mois est sur le point d'être atteint. D'où l'augmentation des primes de recrutement dans toute la Russie. Mais est-ce que cela aide Poutine ? La machine de Poutine dévore chaque jour de plus en plus de Russes. Malgré des pertes catastrophiques au front, les généraux du Kremlin continuent d'envoyer les hommes à l'abattoir par paquets et exigent des régions toujours plus de chair à canon fraîche. L'élite véritable, la vraie, ce sont tous ceux qui servent la Russie. Sauf que le flux de volontaires prêts à devenir la cible des drones ukrainiens diminue inexorablement de l'autre côté. L'armée russe a déjà broyé tous les patriotes idéologiques du mouvement Z. Le Kremlin n'attire donc plus au front que par l'argent. Le principal pilier de notre pays, ce ne sont pas les valeurs traditionnelles, c'est la pauvreté. Et parfois, cette pauvreté étouffe à la fois la raison et la conscience. Pour gagner les millions promis par la pub, beaucoup doivent travailler des années, voire toute une vie. L'envie d'argent facile ou juste d'argent, plus la glorification constante des soldats à la télé, et voilà des foules de mercenaires. Enfin, quelle foule ? Des foules, selon les mots de Poutine. Si le recrutement était si facile, il n'aurait pas besoin d'inventer sans cesse de nouveaux bonus. Dans au moins 12 régions russes, les primes d'engagement ont encore été augmentées. La hausse des bonus atteint 50 à 80%. À Saint-Pétersbourg, par exemple, on promet plus de 4 500 000 roubles pour un contrat. Dans le district autonome des Khanty-Mansis, les recruteurs proposent 4 100 000 pour une signature. La prime a grimpé jusqu'à 3 600 000 roubles dans la région de Magadan. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces primes sont avant tout distribuées, non pas à tout le monde sans distinction, mais à ceux qui perdent leur emploi. Et ces primes sont, en quelque sorte, le miroir du chômage. Pour motiver encore plus les recrues potentielles, certaines régions russes particulièrement rusées ont déjà augmenté 2 fois en 2024 les primes à la signature d'un contrat. Ces dernières années, les avantages pour les militaires se sont tellement accumulés que signer un contrat semble résoudre tous les problèmes. Nulle part où vivre. Voici un appartement ou un terrain. Marre des crédits ? On efface tout. Vos enfants ne peuvent pas entrer à l'université ? On les inscrit dans la meilleure et gratuitement. Et si vous avez tué quelqu'un et ne voulez pas faire de prison, le contrat règle aussi ça. En parallèle, le Kremlin s'attaque de près à la jeune génération. Les étudiants des universités russes sont pris par l'usure. Des cours ouverts avec des recruteurs de la défense ont lieu presque chaque semaine de l'autre côté de la frontière. Vous avez l'opportunité de faire directement partie de l'équipe des troupes de systèmes de drones. Pour ceux qui serviront dans ce corps d'armée, on propose des primes allant jusqu'à 5 500 000 roubles par an et des bonus pour le matériel détruit allant jusqu'à 500 000 roubles. Seulement, il faut encore survivre pour toucher toutes ces primes. Et grâce au travail précis et coordonné des forces ukrainiennes, tout le monde n'y parvient pas. Ainsi, même parmi les étudiants russes naïfs, on ne parvient pas à trouver des réserves comparables aux pertes actuelles de l'armée d'occupation. Ils ont fait de la soi-disant opération spéciale une sorte de pyramide financière ou de marketing de réseau si vous voulez. Parrainez un ami et recevez de l'argent pour sa vie. Certains en ont fait un véritable business. La semaine dernière, les autorités régionales russes ont pour la première fois officiellement obligé les entreprises, sous peine d'amende de plusieurs millions, à chercher des volontaires pour les envoyer à la guerre. Le Kremlin a aussi intensifié la pression sur les appelés du contingent. On incite aussi les étrangers à servir en Russie sous contrat. Qu'est-ce que cela nous dit sur la valeur que Poutine accorde à la vie humaine ? Il entraîne des gens dans sa guerre, de partout où il peut, de la Corée du Nord et de Cuba jusqu'aux pays d'Afrique. Souvent par la tromperie, la contrainte et l'exploitation. Ces mercenaires trompés ne sont pas traités comme des soldats, mais comme des outils de guerre jetables. Ce n'est pas seulement une agression contre l'Ukraine, c'est l'industrialisation de l'exploitation humaine dans le monde.
Les mercenaires étrangers sont pour le Kremlin les plus précieux, car contrairement aux Russes, il n'y a même pas de frais funéraires à payer. Et c'est rentable, bien sûr. C'est de la chair à canon, et en plus, vous ne payez pas pour ça, vous n'avez aucune responsabilité. De plus, une fois en Russie, les futurs mercenaires des pays africains les plus pauvres pourraient ne jamais voir la moindre prime. Sans même leur demander, on leur met un fusil entre les mains et on les envoie à l'assaut des lignes ukrainiennes. Une affaire pénale est ouverte et la personne se retrouve dans un centre de détention provisoire russe, en prison. Ensuite, c'est tout l'arsenal de la répression qui s'abat sur elle. La personne est alors contrainte de signer un contrat. Mais peu importe les Russes du Kremlin, Poutine manque cruellement d'hommes, ou plutôt de chair à canon, sur le front. Et ce, depuis longtemps. Par exemple, depuis l'année dernière, les forces armées russes n'ont pu former aucune nouvelle unité militaire, contrairement à ce qu'elles faisaient en 2023 et 2024. Toutes les recrues sous contrat sont immédiatement envoyées pour combler les pertes des unités au combat. Et depuis cette année, le flux de volontaires prêts à mourir pour le Kremlin ne suffit même plus à couvrir les pertes de Poutine, prouvant une fois de plus que son offensive touche à sa fin. L'Ukraine a bâti une industrie de défense moderne dont toute l'Europe a cruellement besoin. C'est ce qu'écrit explicitement Foreign Affairs, l'une des publications américaines les plus influentes. Au fil des années de guerre, l'Ukraine est devenue le leader absolu en interception de drones, en défense aérienne multicouche et en guerre électronique. Le pays a appris à le faire de manière efficace, peu coûteuse et à l'échelle industrielle. Si l'Europe veut être prête pour une guerre moderne, elle devra s'inspirer de l'expérience ukrainienne. L'armée ukrainienne est aujourd'hui l'une des plus aguerries au combat de tout le continent. Un exemple frappant a été donné par le général américain à la retraite et ancien directeur de la CIA, David Petraeus. Il a récemment visité l'une des plus grandes usines ukrainiennes de production de drones. Rien que l'année dernière, cette usine a produit environ 3 500 000 drones. Et le potentiel de production pour l'année en cours s'élève jusqu'à 7 millions. Petraeus a déclaré, je cite, « C'est plus que n'importe où ailleurs dans le monde ». À titre de comparaison, il a cité les États-Unis où, selon lui, on peine à produire ne serait-ce que 300 ou 400 000 drones par an. Le général a souligné que les succès de l'Ukraine dans la production de drones sont extraordinaires et méritent le plein soutien et le respect de la communauté internationale. Les hommes allemands âgés de 17 à 45 ans sont désormais tenus d'obtenir une autorisation du centre de carrière de la Bundeswehr s'ils prévoient de se rendre à l'étranger pour plus de 3 mois, quel que soit le but du voyage. Ce changement est entré en vigueur le 1er janvier 2026, rapporte le Berliner Zeitung. Auparavant, cette exigence ne s'appliquait qu'en cas de menace militaire, mais désormais, elle s'applique même en temps de paix. Le ministère allemand de la Défense explique que cela est nécessaire pour recenser les conscrits et comprendre qui et comment, pendant combien de temps ils séjournent à l'étranger en cas de crise. L'Allemagne pourrait devenir la cible principale de Poutine, car la Russie dispose déjà des ressources nécessaires pour de telles actions. C'est ce qu'a déclaré au journal Bild le directeur de l'Institut estonien de sécurité intérieure, Erkki Kohort. Il a ajouté qu'il est inutile pour la Russie d'attaquer les zones frontalières des pays baltes de l'OTAN sans avoir préalablement neutralisé l'arrière-garde stratégique, et cette arrière-garde se trouve précisément en Allemagne. Trump menace de retirer les États-Unis de l'OTAN. Quel cadeau pour Poutine? Ou peut-être pas. Voyons cela. Les États-Unis retirent leurs troupes, cette fois pour de bon. Donald Trump a déclaré que les États-Unis s'apprêtent à quitter l'OTAN et ne garantissent plus la sécurité de l'Europe. Ces déclarations font suite au refus de certains pays de l'Union européenne, comme l'Espagne, la France et l'Italie, de prêter leurs bases militaires et leur espace aérien pour des opérations militaires contre Téhéran. L'Autriche a rejoint cette coalition hier. Pourtant, selon les experts, l'opposition européenne à une guerre en Iran ne devrait pas affecter l'OTAN. Si Donald Trump reproche régulièrement aux pays européens de ne pas l'aider en Iran, il faut savoir que, dans le contexte actuel, l'Iran se trouve en dehors de la zone de responsabilité de l'OTAN. La zone de responsabilité de l'OTAN est définie par l'article 6 du traité de Washington qui précise qu'il s'agit des pays du continent européen membres de l'OTAN. Cependant, de simples articles de la charte de l'Alliance ne suffisent pas à freiner l'impulsivité du garant américain. C'est pourquoi la communauté internationale ne cherche plus à s'attirer les faveurs de Trump, mais tente d'approcher son entourage.
La question est de savoir dans quelle mesure son entourage peut le freiner. Tout le monde essaie d'influencer ses proches, l'administration et les deux chambres du Congrès. Les analystes rappellent que les États-Unis ont fondé l'alliance et qu'elle a été créée avant tout pour servir les intérêts américains. Le problème stratégique pour Donald Trump et les États-Unis après cette annonce, c'est qu'un retrait de l'OTAN nuirait d'abord aux États-Unis. Car l'OTAN, c'est un réseau de bases militaires américaines en Europe. C'est l'influence politique américaine sur la sécurité européenne, le contrôle d'une région clé du monde et des forces de sécurité européennes. Si les États-Unis partent, quelle influence militaire va automatiquement s'accroître en Europe ? C'est une question rhétorique. Il est évident qu'il s'agit de l'influence de la Russie et de la Chine. Or, ces deux pays sont considérés par les États-Unis comme des adversaires stratégiques. Les menaces de Trump ressemblent à cette vieille blague. J'ai bien eu le contrôleur aujourd'hui, j'ai payé ma place, mais je ne suis pas monté. Que quelqu'un rappelle à Donald Trump que les États-Unis ont fondé l'OTAN et qu'ils sont les architectes de cette alliance. Le commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe est toujours un général américain. Au fond, l'OTAN est un système de sécurité collective américain auquel les alliés se sont joints. Pourtant, la plupart des analystes pensent que Trump veut simplement impliquer les alliés de l'OTAN dans une guerre au Moyen-Orient. Et si cela réussit, l'Ukraine pourrait en être l'un des principaux bénéficiaires, car l'Union européenne aurait alors un argument de poids contre Poutine. Si les Américains veulent que les Européens les aident dans le détroit d'Ormuz, pourquoi les Américains n'aideraient-ils pas l'Europe face à la Russie ? Parce que ce sont des maillons, la Russie et l'Iran sont les maillons d'une même chaîne. C'est donc tout à fait logique. Mais si l'on suppose que le président américain est déterminé et qu'il quitte l'Alliance, cela ouvre la voie à de nombreux scénarios, le principal étant que l'Europe prendrait sa sécurité en main bien plus vite et avec fermeté. Et là encore, cela ne se fera pas sans l'Ukraine. Si l'on pense à sa propre sécurité, il ne peut y avoir de sécurité européenne sans l'Ukraine. Il s'agit clairement d'impliquer l'Ukraine dans ces nouvelles structures de sécurité au sein de l'Europe ou même au sein de l'OTAN. Une plus grande autonomie des pays européens est possible, peut-être. Cependant, pour en revenir à la réalité, un retrait américain de l'OTAN est fort peu probable selon les analystes. Le Congrès des États-Unis et le Pentagone ont déclaré qu'il n'y avait aucune discussion sur un retrait de l'OTAN. Et l'Alliance elle-même considère les menaces du chef de la Maison-Blanche de rompre avec le bloc comme du bluff. De plus, juridiquement, c'est pratiquement irréalisable. Trump ne pourra pas retirer les États-Unis de l'OTAN. Il lui faut pour cela l'approbation du Congrès. En décembre 23, visant Trump, le Congrès a adopté un amendement interdisant au président de se retirer seul de l'Alliance. Le Sénat ne trouvera jamais 60 voix pour cela, même si tous les républicains votaient en pour. Et chez les républicains, il y a plein d'euro-atlantistes, comme Mitch McConnell, qui mourraient plutôt que de voter ça. C'est le moment de rappeler l'analogie préférée de Trump. Il semble que sur la question du retrait de l'OTAN, il n'ait absolument pas d'atout en main, vraiment pas même une petite paire. La journée commence non pas par un café, mais par les comptes du Boulba-Führer, Loukachenko. Le président biélorusse a affirmé que Trump avait suivi ses conseils concernant l'Iran. D'ailleurs, bravo aux Américains, ils ont commencé à faire ce que j'ai conseillé à Trump lors de nos derniers échanges. Je peux le dire aujourd'hui. Les Israéliens sont venus le voir, ils ont tout oublié de l'Holocauste, ils ont rasé Gaza, des enfants sont morts, des gens sont morts. Ils ont commencé à l'appeler pour faire la guerre à l'Iran. Il y est allé. Que faire maintenant ? Comme je dis, avant de s'en prendre à Maduro, réfléchissez à ce que vous ferez demain. Bon, ils ont pris Maduro, et après quoi ? Ils ne savent pas. Je leur dis, Israël voulait faire la guerre à l'Iran. Eh bien, qu'ils la fassent. Laissez-les se battre. Pourquoi vous vous en mêlez ? Vous allez y enterrer vos propres gens. Et les cercueils ont commencé à arriver en Amérique. Et la société s'est indignée. Déjà 2/3 désapprouvent cette aventure. C'est pourquoi je dis, dites à Donald de laisser Israël faire la guerre à l'Iran. On verra bien ce que ça donnera
Et maintenant, selon Loukachenko, Washington se retire discrètement car le bon sens l'a emporté. Le gouvernement de la Fédération de Russie a annoncé une chute de l'économie pour le 2e mois consécutif. L'économie russe a terminé février en baisse selon les données d'Eurostat et du ministère du Développement économique. Sur fond de chiffres tristes, des rumeurs réapparaissent sur des pénuries dans les rayons russes et même des tickets de rationnement. Ce qui est vrai et ce à quoi les Russes patriotes doivent se préparer, nous le dirons dans notre reportage. Elle s'effondre avec fracas dans les profondeurs. C'est ainsi que l'on peut caractériser l'état de l'économie russe. Selon Eurostat et le ministère du Développement économique, en janvier et février de cette année, l'économie russe a chuté de manière constante. Mais depuis le début de l'année, il faut bien le dire, l'économie russe n'était désormais plus en mesure de dissimuler aux statistiques officielles la chute progressive et continue des taux de croissance économique. Janvier-février, c'est aux alentours de -2. Cela a été confirmé lors de réunions avec la participation de Poutine. Les analystes russes constatent que les risques de refroidissement de l'économie russe s'intensifient. Mais la réalité est bien pire, bien sûr, que -2. C'est une chute de l'économie. J'ajouterais hardiment 4 points de pourcentage, soit environ -6. Eh bien, tout semblait indiquer que Poutine n'avait plus de ressources pour continuer la guerre. Mais soudainement, oui, pour tout le monde, peut-être pas pour Poutine, peut-être que c'est concerté. La guerre entre les États-Unis et Israël a commencé en Iran. Les prix ont grimpé en flèche et Poutine espérait tirer des super profits de cette guerre. À l'issue de janvier et février, sur 28 secteurs industriels suivis par Eurostat, 22 étaient dans le rouge. Tout le pétrole qui ne pouvait pas être vendu a été recontracté pendant 2 ou 3 mois à cause des sanctions. Et il s'est vendu déjà à un prix non pas de 35 à 40 $ le baril, mais aux alentours de 100 $ le baril. Eh bien, il est évident que Poutine a réalisé un profit important. Je l'estimerais, si l'on considère le budget, à environ 3 milliards de dollars de recettes budgétaires par mois de guerre. Mais cela n'a en rien amélioré la situation économique. La situation demeure extrêmement complexe. Il y a d'importants impayés entre les entreprises. Les banques ne récupèrent pas leurs crédits. Les gens ne peuvent pas retirer leurs dépôts de certaines banques. La production des usines métallurgiques a chuté de 15%, celle des produits alimentaires de 2% et celle des vêtements et chaussures de 11,1%. Le profit que Poutine souhaitait obtenir, ses revenus budgétaires supplémentaires, était d'environ 3 milliards par mois. C'était la prévision. Il est fort probable que Poutine ne les obtienne pas, car les forces armées ukrainiennes ont frappé et frappent encore. Elles continuent de porter des coups au potentiel d'exportation de la Russie. Et celui-ci a diminué, surtout pour les produits pétroliers, le gaz et même le pétrole. Eh bien, c'est maintenant d'environ 40%. La question reste ouverte de savoir à quelle vitesse la Russie pourra restaurer ce potentiel. 1 mois, 2 mois. La deuxième question est de savoir si les forces armées ukrainiennes continueront à détruire ce potentiel. Et même les secteurs militaires sont tombés en récession. La production de produits métalliques finis, incluant les bombes et obus selon les statistiques d'État, a chuté de 1,9%. D'après mes calculs, une chute importante de l'économie russe a débuté en novembre. Les raisons sont multiples, mais la cause fondamentale est unique, les dépenses de guerre massives et injustifiées. La guerre ne crée aucune nouvelle valeur ajoutée, elle se contente de